Merci Philippe. Donc effectivement, je vous parle au nom du Club Galaxy. Alors le Club Galaxy, c'est quoi? C'est un club d'entreprises. Et on a une centaine d'entreprises du spatial de Toulouse. Voilà. Donc pourquoi Club Galaxy? Pourquoi Philippe m'a demandé de présenter au nom du Club Galaxy? Parce que le Club Galaxy est neutre. Vous savez qu'à Toulouse, il y a le CNES qui fait de l'altimétrie, il y a beaucoup Thales, un peu Airbus, et voilà. Donc le Club Galaxy est totalement neutre. J'ai fait toute ma carrière chez Thales, Thomson CSF, Alcatel, etc. Et j'ai terminé patron de l'altimétrie chez Thales en même temps que j'étais patron de l'établissement. Voilà. Donc je vais vous parler d'altimétrie spatiale. Alors Philippe, tu disais tout à l'heure qu'on mesure la hauteur des mers, mais pas que. Et on fait de l'océanographie, mais pas que. Voilà. Tu disais tout à l'heure d'ailleurs, juste une remarque, que Toulouse était un port maritime. Donc monsieur de Scorail nous a parlé de 300 marins, j'étais surpris. Mais il y a quelque chose qui est quand même hyper intéressant, et je les vois plus d'ailleurs, si, il y a quelques marins là-haut. Donc Toulouse a une préparation militaire marine, aussi surprenant que ça paraisse, au milieu des terres. Et c'est vrai que ça aide nos jeunes à découvrir la marine, après pouvoir rentrer à l'école des Mousses, à l'école de Mestrance ou à l'école navale pour ceux qui veulent encore plus poursuivre les études. Bon, j'arrête, je vais vous parler d'altimétrie. Donc l'altimétrie, au départ, on parlait plutôt d'océanographie. D'océanographie, pourquoi? Pour mesurer les courants. Les marins s'étaient aperçus qu'en traversant de l'Europe vers l'Amérique, donc ils traversaient des courants, notamment le Gulf Stream. Et c'est Benjamin Franklin qui, le premier, en 1777, a donc essayé de tracer ce fleuve qu'est le Gulf Stream au milieu de l'Atlantique. Quelques années plus tard, une centaine d'années plus tard, donc grande expédition sur le HMS Challenger pour faire de l'océanographie, à la fois sur la physique des mers, l'océan profond, les animaux, etc., etc. Et puis c'est resté à peu près là jusque donc début des années 60, enfin fin des années 60, début des années 70, où les Américains donc ont imaginé de pouvoir faire des mesures globales depuis l'espace, donc avec quelques satellites, donc que ce soit GEOS en 75, CASAT en 78 et GEOSAT en 85, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, plus ou moins de bonheur. Le satellite qui a vraiment créé la révolution, et j'en parlerai tout à l'heure, je rentrerai plus dans les détails, c'est Topex Poséidon, donc, qui a été lancé en 1992, et dont toutes les satellites NASA-CNES, et donc qui a pour une fois, les étoiles se sont bien alignées, les planètes se sont bien alignées pour faire un satellite qui a révolutionné l'altimétrie d'abord, et vous allez voir l'océanographie ensuite. Je parlais un petit peu de technique, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon je vais en saouler pas mal. Et puis je ne voudrais pas que mon ami Pierre de Château-Thierry, je ne sais pas où il est, dise il raconte n'importe quoi. Donc je vais rester très, très général. Donc l'altimétrie, un satellite altimètre, c'est quoi? Donc c'est un satellite qui va émettre une onde radar. Une onde radar qui, vous allez mesurer le temps entre la descente et la montée, et vous allez en déduire une altitude. Alors une altitude par rapport à effectivement la partie où est l'eau, sauf que entre-temps, il va passer par l'ionosphère chargée d'électrons, donc toute cette partie-là va plus ou moins ralentir ou plus ou moins affecter la progression de l'onde. Vous allez avoir aussi dans la troposphère, là vous êtes plus ou moins chargé d'humidité. Encore une fois, vous allez plus ou moins ralentir l'onde radiofréquence. Et donc tout ça va faire que... S'il y a un dernier point aussi, c'est l'état de la mer. Donc l'état de la mer, vous avez plus ou moins rugueux, avec les vagues, etc. Donc tout ça va perturber l'onde. Et des calculs et puis des mesures vont vous permettre d'avoir une véritable
hauteur d'eau, hauteur de la mer, donc à partir du satellite, sachant que sur les premiers satellites dont j'ai parlé tout à l'heure, Géos et autres, on arrivait à des mesures, enfin des précisions de mesure de l'ordre de 13 à 20 cm, avec Topex Poséidon, on est descendu en dessous de 2 cm. Voilà. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de révolution. Les satellites sont, en fonction des satellites, des projets vont être entre 700-800 km et 1300 km. Je crois que Topex, c'est 1300 km. Hein. On ne peut être plus précis. Merci Alain. Et donc effectivement, on fait cette mesure depuis là-haut et vous allez voir que petit à petit, on va encore s'améliorer pour avoir des précisions les plus importantes possibles, notamment sur les côtes, puisque sur les côtes, votre onde elle est perturbée à la fois par l'eau, mais également par la Terre qui est toute proche. La révolution Topex Poséidon. Donc, suite à un travail acharné de monsieur que certains d'entre vous connaissent, Michel Lefebvre, et avec qui ils ont travaillé, donc j'en connais au moins 2 dans la salle, Alain Ratier et Pierre Bahurel. Donc, suite à ce travail acharné, ils ont réussi à monter une mission avec la NASA, le JPL exactement, donc courant des années 85-90 pour lancer ce fameux satellite Topex Poséidon, sachant que ce satellite avait 2 altimètres, l'altimètre américain, qui était celui qui devait marcher, 230 kg, 230 watts. Et à côté de ça, les petits Français qui sont arrivés avec un tout petit altimètre, donc fait d'ailleurs à l'époque par Alcatel Espace. Je le dis parce que j'en suis bien fier. Et donc, petit altimètre, donc d'une 40aine de kilos et d'une 50aine de watts. Voilà. La partie radiofréquence faisait 24 kilos exactement. Donc, Michel Lefebvre et son équipe ont réussi à imposer donc le monté de cet altimètre en mettant en place ce qu'ils ont appelé à l'époque, ce que les Américains appellent le French Bluff, parce qu'ils ont dit vous faites 13 cm, vous allez voir, nous on va faire beaucoup mieux. Et donc effectivement, ils ont parié sur faire mieux que 13 cm, et en fait, in fine, ils sont arrivés à moins de 2 cm. Voilà. Donc, en plus, ce pauvre petit altimètre français qui devait être là comme ça pour faire des tests, en fait, a marché durant les 11 ans de la durée de vie de Topex Poséidon, alors que l'altimètre américain qui devait marcher a marché quelques mois ou 2 ans tout au plus. Mais finalement, il a ouvert la porte, ce satellite, Topex Poséidon, plutôt la partie Poséidon, a ouvert la suite donc, à tous les satellites altimétriques, donc notamment la famille Jason 1, 2, 3, et même Sentinel 3A, 3D, et, qui ont suivi par la suite. Chose importante pour ceux qui veulent aller fouiller un petit peu et comprendre ce qu'est l'altimétrie, il y a un site qui est excellent, qui s'appelle Aviso Plus, qui vous permet d'aller regarder, mais qui permet également aux scientifiques d'aller piocher toutes les infos, parce que, aussi bizarre que ça paraisse, tous les datas qu'on recueille des satellites altimétriques sont donc en accès totalement libre. 6 derniers points, donc c'est grâce à Topex Poséidon qu'on a pu, pour la première fois, cartographier El Niño et sa petite sœur, la Niña. Vous verrez tout à l'heure une animation, si j'arrive à le faire marcher. Donc les applications, première application, Philippe, évidemment, c'est l'élévation du niveau de la mer, ou plutôt l'état de la mer, le niveau de la mer. Il faut partir d'un principe, mais on le verra tout à l'heure, il y a une autre planche. La mer n'est pas plate, aussi bizarre que ça paraisse. La mer n'est absolument, c'est pas comme une casserole, ou alors c'est comme une casserole où on fait bouillir l'eau et il y a des bulles. Donc effectivement, la mer n'est pas plate. Les hauteurs sont en fonction de quoi? Du fond de la mer. Le fond de la mer n'est pas plat non plus, donc vous allez avoir la mer qui va suivre le fond des mers. Ça va être aussi fonction de la température extérieure, de la météo locale, des vents, etc. Donc vous allez avoir une mer qui n'est pas plate. Et tout ça, vous savez que le globe est couvert à 70% par l'eau de mer. Et donc l'eau de mer entre énormément dans les variations climatiques notamment.
météorologique localement, mais surtout climatique. Et je pense que l'étude de ces hauteurs de mer, et notamment de ces variations, va permettre à nos chers climatologues et aux météorologues d'avancer. La mer monte, donc ça, on le voit depuis très très longtemps, de quelques millimètres par an, sauf que depuis qu'on a des satellites, donc depuis Topex-Poséidon ici en 1992, on voit que c'est en train de s'accélérer. Vous voyez que la ligne droite, là, qui est aux alentours de 3,4-3,5 mm par an, on voit qu'on est en train de s'accélérer. Donc, pourquoi la mer monte? Pour plusieurs raisons. Alors, un tiers, c'est relativement simple. Donc, l'élévation de la température des océans, donc expansion. La fonte des glaces terrestres et la fonte des glaces terrestres, donc des glaciers, et la fonte des pôles également, donc tout ce qui est calotte glaciaire, etc., en particulier celle de l'Arctique. Donc, topographie des océans, j'en ai parlé tout à l'heure, donc la mer n'est pas plate. Vous voyez que quand vous partez ici d'Inde, qui est en gros à moins 80 cm hauteur moyenne, et que vous allez à Brest, vous allez quasiment monter de 100 mètres. Le niveau de la mer est différent d'une centaine de mètres. Voilà. Donc, topographie des océans, qui varie en permanence avec l'élévation du niveau de la mer. Vous avez des endroits où la mer va monter, d'autres où elle va descendre, mais globalement elle monte. Autre sujet, là c'est beaucoup pour les climatologues, c'est améliorer notre compréhension des tourbillons, des ouragans et leur modélisation en particulier. Et enfin, cartographier les répartitions saisonnières et spatiales de hauteur des vagues et de la vitesse du vent. Et il y a, j'en parlerai tout à l'heure, plusieurs satellites qui arrivent à fournir tout ce genre d'informations. Autre mesure de la filière, donc la détection précoce de certains phénomènes. Donc là, vous avez El Niño, par exemple. Je vais essayer de lancer la petite animation, je ne vous promets rien. On a essayé tout à l'heure, c'est un peu long, mais ça va arriver. Voilà. Donc là, c'est des mesures qui ont été faites en 1997 par Topex-Poséidon. Donc vous voyez la mer là, entre en gros l'Australie ici et les côtes péruviennes. Donc vous voyez petit à petit la mer qui monte, enfin la partie El Niño qui va monter et qui va être maximum ici vers le mois d'août 1997 et qui va après revenir à un niveau, donc même en décembre 97, oui, et qui va revenir à un niveau plus bas. Et vous allez voir que quand ça va devenir bleu, c'est la Niña qui commence. Vous avez toujours des successions entre El Niño et la Niña. Voilà. Ensuite, un satellite également qui s'appelle Cryosat. Donc ça, c'était Topex-Poséidon. Cryosat est un satellite qui a été commandé donc par l'Agence spatiale européenne, par l'ESA, pour mesurer les hauteurs de glace. Donc hauteur de glace sur les calottes, hauteur de glace de mer, et qui montre des choses absolument incroyables. Donc là aussi, je vais croiser les doigts, que ça se passe bien. C'était plus rapide. Donc là, vous avez le Groenland, avec les glaces de terre. Et vous allez voir sur 1993-2019, donc toutes ces parties rouges, donc on a moins 20 mètres donc, de hauteur de glace qui participent encore une fois à l'élévation du niveau de la mer. Donc ça, c'est des mesures qui viennent directement des datas de Cryosat.
Et après, évidemment, c'est les projections en fonction de comment on arrivera à maîtriser le climat ou pas. Vous voyez qu'on pourra arriver à des pertes extraordinaires. Dernière animation, puisque ça marche bien, n'hésitons pas. Donc là, c'est les glaciers de l'Himalaya. Donc là, vous allez voir la participation des glaciers de toute la partie asiatique. Non, pardon, c'est l'Alaska. Là, c'est l'Alaska et après, on verra l'Himalaya. Donc là, c'est pareil. On a une perte de niveau de glace qui devient de plus en plus importante et qui participe à l'élévation du niveau de la mer. Donc 76 gigatonnes par an entre 2010 et 2019 et 2 mm de contribution à l'élévation du niveau de la mer par tous les 10 ans. Donc ça, c'est les glaciers de l'Alaska. Et là, vous avez les glaciers asiatiques, donc notamment, évidemment, la partie himalayenne. Donc c'est pareil, vous voyez qu'on perd de la mer. Alors ici, il y en a un petit peu plus. Mais globalement, sur toute la chaîne, on est négatif. Donc 28 gigatonnes, et donc là, c'est 0,8 mm tous les 10 ans de contribution à l'élévation du niveau de la mer. Autres applications, donc là c'est complètement pour le climat, les prévisions à moyen et longue échéance, grâce à ce que j'ai dit tout à l'heure, à mieux appréhender le couplage donc, entre l'océan et l'atmosphère. Et dernier point, qui devient de plus en plus important, c'est la mesure des hauteurs d'eau terrestres, donc les hauteurs d'eau douce, donc que ce soit les rivières ou les grands lacs, chose qui a été démarrée par le programme CNES-ISRO Sara-Laltica, mais bientôt SWOT, qui est le futur satellite dont je parlerai tout à l'heure, qui devrait être lancé à la fin de l'année, donc qui permet de mesurer les hauteurs d'eau. Il faut savoir qu'en Inde, ces données de hauteur d'eau sont secret défense. Secret défense pourquoi? Parce que l'Inde, ce sont des régions qui sont quasi indépendantes. L'eau arrive du nord, sauf que les terres arables sont au sud. Et donc le gouvernement indien surveille que les États du Nord ne pompent pas trop d'eau pour qu'il y en ait au Sud pour pouvoir récolter, enfin pouvoir faire vivre les gens et fournir de la nourriture. Dernier point, donc, aider au routage. Je pense que tout à l'heure, Alain va en parler. Routage des grands porte-conteneurs en regardant les hauteurs de vagues, les courants, etc. Mais également à la pêche. À la pêche, tout à l'heure, vous parliez du plancton. Et c'est vrai que grâce à l'altimétrie, on peut arriver à déterminer par les courants, par les petits tourbillons, donc où vont se positionner les planctons et donc aider la pêche à aller aux bons endroits. Les programmes, très rapidement, donc altimètre de type nadir, c'est-à-dire on regarde sous le satellite donc la hauteur d'eau. Donc on a démarré par Topex Poséidon, la famille des Jasons, les Sentinelles 3A 3D et Sentinelle 6, donc qui est le dernier satellite qui a été lancé donc il y a à peu près un an. En export, donc on a Altica, Saral, donc CNES ISRO, et aussi des satellites pour la Russie. Qui ont voulu aussi avoir leur propre satellite pour mesurer, pour avoir leur propre data, donc avec les SATCO en 2.3.
Altimètre à large fauché, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une analyse d'un rond, on va faire une fauchée large, mais en mode SAR, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui va nous permettre d'avoir une résolution beaucoup plus importante et surtout de faire une fauchée qui va permettre de revenir plus souvent ou de prendre plus large. Autre programme toujours sur la filière, donc la cryosphère, j'en ai parlé tout à l'heure donc avec Cryosat Ciral, qui est le premier satellite interférométrique, soit aussi sera interférométrique, et également un satellite très important, donc qui est CFOSat, une coopération CNES-CNSA, Chine. Et ce que je sais, c'est que côté météo, ils sont de plus en plus avides des datas de ce satellite, qui a été lancé en 2018 et qui, d'après ce que j'ai entendu, ne devait vivre qu'un an et demi, mais qui marche de mieux en mieux. Juste un petit point pour me faire plaisir. Depuis 1992, Etopex Poseidon, Thales Alenia Space, donc, est le fournisseur mondial de tous les altimètres, que ce soit CNES, évidemment, ESA, NASA, etc. SWOT, j'en parle très rapidement, sinon je vais me faire gronder par Philippe, je ne sais pas le temps que je passe. Donc le satellite qui va créer une nouvelle révolution après Etopex Poseidon, donc satellite en bande Ka, qui va permettre d'améliorer la résolution. Le RFU, donc, qui est le cœur central de l'altimètre, est fait encore une fois par Thales Alenia Space. Et donc là, on aura deux antennes séparées de 10 mètres ici, donc pour faire de l'interférométrie. Donc là, on ne mesure pas un temps aller-retour, on mesure un déphasage entre les ondes qui arrivent chacune à une antenne. Et le déphasage entre ces ondes vous donne l'altitude. Donc, encore meilleure connaissance de la circulation océanique. Et surtout, comme on va avoir une résolution qui va permettre de descendre à 50 ou 100 mètres, donc de mesurer les eaux de surface continentale, mais également améliorer les datas côtiers. La suite, je ne sais pas trop. Moi, je suis parti de Thales en 2019. J'ai pris ma retraite en 2019. Donc, on commençait déjà à travailler sur la digitalisation des instruments. Donc, faire des instruments plus puissants, plus petits, plus précis. Certainement pour améliorer encore tous les satellites de ce style, mais l'idée quelque part aussi, enfin c'est moi qui avais cette idée, qui ai eu cette idée en arrivant dans l'altimétrie, c'est d'arriver à faire des satellites beaucoup moins chers, alors peut-être beaucoup moins précis, mais d'en envoyer plein et d'avoir du temps réel ou pas loin. Voilà, c'est un peu l'idée, mais enfin, je pense que je parlais de l'OSTST. Donc l'OSTST, c'est Ocean Surface Topography Science Team. Donc c'est une communauté que j'ai découvert en arrivant à l'altimétrie, et une communauté qui est très 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 active et qui travaille énormément, c'est vraiment des passionnés, qui travaillent sur ces datas de l'altimétrie et qui se réunissent une fois par an. La prochaine fois c'est à Venise, bon, c'est pas mal, en novembre, mais qui travaillent à la fois sur les applications des données, mais également sur ce qu'on pourrait demander aux industriels, ce qu'on pourrait demander aux agences de développer pour le futur. Voilà, j'ai fini, Philippe.